C'est un grand honneur pour moi d'introduire cette initiative du groupe Vive en Auvergne-Rhône-Alpes. Hélas, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous réunir ensemble, mais sachons tirer parti du numérique et de sa force démultiplicatrice pour faire de cette conférence un succès d'audience. Le groupe Vive est le premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. C'est plus de 11 millions de personnes protégées, plus de 10 000 élus et militants et plus de 45 000 collaborateurs. Nous développons, grâce à la mise en synergie de tous nos métiers, des solutions au service du mieux vivre de nos sociétaires, adhérents, patients, clients et habitants. En Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 1600 salariés, plus de 500 élus et militants et plus de 35 services de soins et d'accompagnement mutualistes qui sont au service de notre projet. Entrepreneurs du mieux vivre, nous nous donnons pour mission d'accompagner tout un chacun tout au long de la vie. Tout d'abord, en nous appuyant sur nos 4 groupes de métiers. Les métiers de la mutuelle et de l'assurance, les métiers du service et de l'assistance, les métiers du soin et de l'accompagnement, et enfin, les métiers de l'habitat et du logement social. Ensuite, nous agissons sur l'ensemble des déterminants de santé. En effet, privilégiant une vision globale de la santé, nous entendons agir ensemble sur l'ensemble des déterminants susceptibles de l'influencer. L'environnement, les modes de vie, les comportements et les conditions de travail en sont des exemples. Grâce aux différents savoir-faire du groupe, nous sommes en mesure de développer des solutions complètes pour, par exemple, favoriser le bien vieillir ou encore faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Le groupe Vive s'engage dans la société. Il vient d'apporter sa contribution aux réflexions sur le grand âge et l'autonomie, et il se doit d'éclairer la population sur les grands enjeux de santé. Aujourd'hui, le cannabis est le sujet à la mode dans le débat public. Faut-il le légaliser? Mais de quoi parle-t-on? Du cannabis récréatif? Du cannabis thérapeutique? Deux choses bien différentes. Nous avons donc décidé de vous apporter quelques éclairages. Et je remercie pour cela Gérard Mick et Nicolas Leblanc d'avoir bien voulu participer à cette conférence. Nicolas Leblanc est le médecin conseiller du groupe Vive et Gérard Mick est praticien hospitalier, neurobiologiste et spécialiste de la douleur. Au nom du groupe Vive et de ses ambassadeurs sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vous souhaite une excellente conférence. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la région Auvergne-Rhône-Alpes et aux ambassadeurs d'organiser cette conférence sur le cannabis thérapeutique. Alors, brièvement, je suis Nicolas Leblanc, médecin spécialisé en santé publique et conseiller santé du groupe Vive. Alors, le cannabis thérapeutique, c'est un vaste sujet, l'objet de beaucoup de fantasmes. D'abord ceux de l'interdit, puisque c'est une drogue qui est considérée comme illicite en France, mais qui, depuis mars 2021, va rentrer dans un cadre expérimental où donc le cannabis aura un usage dit thérapeutique dans le cadre du traitement notamment de la douleur. Alors avant de laisser la parole à mon confrère Gérard Mick, neurologue au CH de Voiron et au CHU de Grenoble, c'est un grand spécialiste de la douleur, voici quelques éléments introductifs pour planter le décor. Derrière le cannabis, la première image mentale qui vient est celle du joint, de la résine à des fins rétroactives avec des vertus psychoactives. Or, pour les médecins que nous sommes, Gérard et moi, le cannabis, c'est d'abord et avant tout une molécule chimique qui a plusieurs effets qui sont décrits dans la littérature scientifique, et dont l'un des principaux effets est un effet antalgique. Il est évident que quand nous sommes médecins, aborder une molécule, que ce soit de l'éthanol et donc de l'alcool ou du THC et le cannabis, nous amène à mesurer quelles sont les vertus ou les effets indésirables de cette molécule. C'est dans ce cadre-là que le cannabis thérapeutique sera étudié en France à travers les outils classiques de l'évaluation d'un médicament ou d'une molécule chimique à vertu thérapeutique, à savoir le bénéfice, le fameux rapport bénéfice-risque. Pour faire cela, bien sûr, nous nous appuyons sur des méthodes reconnues qui permettent de dégager le niveau de preuve entre cette molécule et l'effet attendu, notamment antalgique, mais pas que. Vous verrez avec Gérard que les indications de ce cannabis thérapeutique sont multiples. Et ce rapport bénéfice-risque nécessite des essais
des expérimentations dont le protocole, dont le design est extrêmement important pour mesurer le niveau de preuve de ces effets-là. Il y a plusieurs études qui ont été menées à l'étranger, puisqu'un certain nombre de pays d'ores et déjà ont autorisé le cannabis thérapeutique à la prescription. Et donc l'expérimentation française qui a démarré en mars 2021 va s'appuyer bien entendu sur une revue de bibliographie, mais un protocole d'études strict qui permettra au bout de 2 ans de tirer les conclusions de l'intérêt de ce cannabis thérapeutique. Un des éléments qui génère la peur en France concernant justement l'utilisation du cannabis comme un médicament est sans doute liée aussi à des confusions, et notamment celle liée à la crise des opioïdes aux États-Unis. Alors rappelons que les choses sont très différentes. Quelques chiffres. Aux États-Unis, en 2016, la prescription d'opioïdes était à 214 millions, soit plus de 66,5 prescriptions pour 100 habitants. En 2017, 72 000 personnes sont décédées par overdose aux États-Unis de ces opioïdes, ce qui correspondrait à l'échelle de la population française à 9 000 décès, soit près de 25 fois plus les quelques 380 décès par overdose enregistrés annuellement sur le territoire français. Les choses sont extrêmement différentes. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les opioïdes sont un médicament, d'abord dont les vertus thérapeutiques sont différentes du cannabis et dont les effets indésirables sont aussi. Donc les opioïdes sont des médicaments qui sont prescrits et de manière légale, avec une offensive extrêmement importante des entreprises du médicament sur le sujet, qui a amené vraisemblablement une surprescription dans un système de santé qui est d'abord offert au marché. Et puis, bien sûr, il y a eu aussi aux États-Unis une crise des opioïdes liée au trafic et donc aux circuits de distribution illégaux. En France, la culture et le système sont très différents, et une fois de plus, le cannabis n'a rien à voir avec les produits opiacés. J'y reviens. Je n'y reviens pas, pardon. Donc en France, la culture et le système sont très différents, puisque l'arrivée du cannabis thérapeutique en est à un stade expérimental. Donc on sera vraiment sur quelque chose de complètement administré par les médecins. L'avenir dira, à la suite de cette expérimentation, comme je disais, si l'extension est possible. Alors seront précisées bien sûr les indications sur lesquels le médicament sera prescrit, les produits, les types de produits, leur dosage, leur forme galénique, leurs effets indésirables, les autorisations de ces produits-là, et puis les autorisations concernant la prescription et les modalités de prescription seront bien entendu également précisées. C'est un des objectifs de l'expérimentation. Il faut savoir qu'en dehors du cannabis thérapeutique, aujourd'hui le CBD, c'est-à-dire le cannabidiol, derrière ce nom barbare, il y a une substance active, est autorisé à la vente en France, mais avec une concentration extrêmement faible. C'est un arrêt de la Cour de justice européenne qui a finalement autorisé cette vente là dans des circuits tout à fait identifiés et qui sont sur des concentrations suffisamment faibles pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le cannabis thérapeutique. Donc, si je résume, la France a une approche du cannabis d'abord et avant tout répressif. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre parce que les vertus de cette molécule, comme je le disais, sont prouvées importantes dans certaines pathologies. On ouvre désormais le chapitre du versant médical, celui de la lutte contre la douleur, où aujourd'hui la France a beaucoup progressé, mais il reste vraisemblablement quelques grandes étapes à franchir pour que chacun des patients, notamment dans les pathologies spastiques, dans les douleurs neuropathiques, dans l'anorexie ou d'autres maladies, puissent bénéficier de l'ensemble de la palette thérapeutique. C'est ce sur quoi l'expérimentation va se diriger. Pour finir, et afin de préciser le débat, le cannabis récréatif en France est tout à fait usité, pourrait-on dire malheureusement, et fait l'objet de prévention ciblée, notamment par les pouvoirs publics et la mission interministérielle de lutte contre les drogues. Donc en 2017, près de 4 adolescents de 17 ans sur 10 ont déjà fumé du cannabis au cours de leur vie, soit 39%. Le cannabis est de loin la substance illicite la plus consommée en France, avec 44,9% toujours en 2017 des adultes de 18 à 64 ans qui déclarent avoir déjà consommé du cannabis au cours de leur vie. Donc c'est tout cela dont nous allons parler avec Gérard.
sont les perspectives du cannabis thérapeutique, quels sont les dangers du cannabis récréatif, quelle est la différence entre les deux, entre les produits, entre les circuits de distribution, les indications. Donc à travers ce même terme, on a une même molécule, mais qui a deux effets recherchés complètement différents, deux systèmes complètement différents. La peur de l'un, le cannabis récréatif, ne doit pas nous obscurcir l'intérêt de l'autre dans un circuit complètement maîtrisé dont les effets restent à évaluer expérimentalement dans notre pays. Et sur ce, je cède la parole à Gérard qui va rentrer dans le détail. Cannabis et santé, mythes et réalités, méfaits et bienfaits du cannabis en santé. Alors, parler du cannabis et de la santé, ça n'est pas parler de légalisation ou d'interdiction de la consommation de cannabis. Nous allons bien aborder deux questions très simples, tout à fait en dehors du problème de la légalisation ou de l'interdiction du cannabis dans la vie de tous les jours. Cette première question nous intéresse bien évidemment tous. La consommation de cannabis est-elle dangereuse pour la santé? La seconde question, est-il possible d'utiliser le cannabis ou ses extraits à des fins médicales? Nous allons, au cours de ce moment passé ensemble, balayer les différents arguments que nous avons pour pouvoir répondre raisonnablement, peut-être pas définitivement, mais raisonnablement à ces deux questions. Bien évidemment, quand on parle de cannabis, il y a des représentations, il y a toute une série de croyances, et il est bien difficile de pouvoir les combattre, à moins d'avoir un petit peu de science, un petit peu d'arguments, mais surtout un petit peu de conviction. Autrement dit, ce que je vous propose, c'est d'être l'esprit très ouvert, peut-être de voir disparaître certaines de vos convictions, mais surtout de vous laisser porter par le fait que la science pour tout le monde, peut nous donner aujourd'hui un certain nombre d'indications qui vont amener à utiliser le cannabis à des fins médicales dans des conditions qui ne sont pas a priori dangereuses. Donc attention, même des dessins de bande dessinée comme celui-ci peuvent laisser penser que, mais surtout remettez-en à votre maturité et surtout à ce que l'on peut discuter tous ensemble concernant ce problème. Alors, le cannabis, c'est bien un problème parce qu'on y voit souvent plusieurs figures. Le bon, la bête, le truand. Oui, il y a celui qui vend, il y a celui qui ne veut pas en prendre et il y a celui qui en prend. Donc, vous voyez que c'est la coexistence de citoyens avec différentes valences. Et les questions sous-jacentes à l'usage du cannabis, par le bon, certainement pas, par la bête, probablement, et vendu par le truand, ça c'est sûr, c'est quel effet a le cannabis? Et à partir de quelle dose on voit arriver ces effets? Et finalement, à partir de quand nous rentrons dans un trip, le fameux trip lié à l'usage des drogues? Eh bien, nous allons partir à la découverte des extraits du cannabis sativa. Et vous allez voir que le cannabis sativa, c'est une plante qui a différentes espèces, qui se trouve dans le monde entier, qui n'a aucune difficulté à pousser, quel que soit le climat. Et c'est la raison pour laquelle il s'agit véritablement d'une plante d'usage commun un peu partout. Alors, le produit cannabis doit être tout de même comparé à d'autres produits. Quand la société, effectivement, s'en mêle un peu les pinceaux en parlant de toxicomanie ou de drogue ou d'addiction. Prenons donc le produit comme l'alcool. Il faut l'extraire, l'alcool, il faut le traiter avant qu'il soit bu. Et son usage, c'est quand même un usage psychotrope. Ça a des effets sur le cerveau. Prenons le tabac. Le tabac, il faut le cultiver, il faut le traiter. Il y a donc tout un processus complexe, coûteux, et lui aussi est utilisé à des fins psychotropes. Les extraits de tabac qui sont fumés ont des effets sur le cerveau. Bien évidemment, des effets cardiovasculaires, mais ce ne sont pas ceux qui sont choisis. Les effets qui sont attendus, recherchés, sont bien des effets sur le cerveau. Par exemple, réduction de l'anxiété, comme l'alcool d'ailleurs. Prenons la morphine qui est utilisée en médecine. Il faut cultiver le pavot, il faut traiter la fleur de pavot, en retirer le sucre et obtenir un antalgique. Là, nous sommes littéralement dans de la phytothérapie, n'est-ce pas? Le tabac ou la morphine, nous sommes véritablement dans de la phytothérapie. Eh bien, la morphine, c'est un antalgique à un certain prix lorsque nous avons travaillé la plante pavot. Et pour le cannabis, eh bien, c'est la même chose, simplement pour l'instant, on se contente de récolter la plante. On pourrait évidemment la cultiver, la traiter, mais vous verrez que
le traitement de la plante est extrêmement facile, bien plus facile que le traitement de la colle du tabac ou pour obtenir de la morphine. Et l'usage, bien évidemment, en France, pour l'instant, est interdit. Alors, nous allons nous intéresser à ce que peut nous apporter la connaissance du traitement du cannabis. Bien évidemment, l'alcool, c'est un sacré business. Le tabac, c'est un très, très gros business. La morphine, c'est aussi le business de l'industrie pharmaceutique. Mais le cannabis, en gros, il n'y a pas de business. Alors, il y a un business de dealer, c'est clair, mais vous savez que tout le monde peut cultiver du cannabis. C'est extrêmement simple. Le cultiver, c'est très simple. Le traiter, c'est enlever les feuilles, enlever les fleurs, prendre les graines, et vous pouvez d'emblée utiliser le cannabis comme cela, à des fins antalgiques, par exemple, ou à des fins psychodysleptiques, c'est-à-dire pour passer un bon moment et un trip, bad ou good trip, peu importe. Donc le cannabis, il n'y a fondamentalement pas de business. Même s'il y a des gens qui, parce que effectivement le cannabis est interdit à la vente, à la distribution, à la récolte en dehors de cas très particuliers et à la consommation, eh bien il y a toujours des gens pour vous le proposer sous le manteau et donc hors la loi. Mais en gros, tout le monde sait aujourd'hui que ça n'est pas un business. La phytothérapie, puisque nous sommes dans le cannabis c'est une plante, et si on veut l'utiliser à des fins médicales, à des fins thérapeutiques, on peut parler dans ce cas de phytothérapie. Et là, la science a des choses à dire. Elle va vous donner quelques exemples de phytothérapie. Quand on dit que la phytothérapie, c'est quelque chose d'anodin, ah, moi je préfère des plantes, parce que les plantes sont moins dangereuses que les médicaments fabriqués par l'homme. Pourquoi pas? Alors prenons des exemples. Le premier d'ailleurs, c'est le cannabis. Mais prenons celui-ci, la vincristine, qui est un alcaloïde de la fleur pervenche. Eh bien, c'est un anticancéreux. C'est un médicament utilisé dans les cancers du sein, par exemple, qui peut avoir des effets extrêmement puissants, lutter évidemment contre la tumeur, mais également des effets délétères, secondaires, graves pour certains et irréversibles. C'est de la phytothérapie pour autant. Prenons le tramadol. Le tramadol, c'est un antalgique extrêmement connu. Oui, le tramadol a été fabriqué par l'homme, mais le tramadol existe aussi sous forme naturelle, fabriqué par le pêcher africain. Il y a même des plantes qui sont des petits arbres en Amazonie qui fabriquent du tramadol. On a découvert ça au cours des 5 dernières années, donc c'est un antalgique fabriqué par l'homme, mais également naturellement disponible dans l'environnement. Et on peut donc parler de phytothérapie. Pourtant, vous savez les effets antalgiques, mais également les effets secondaires du tramadol, divers effets qui font que ce médicament n'est pas utilisable chez tout le monde. L'hypericum, très très connu, le millepertuis possède de l'hypericum, bien évidemment, et c'est ce qui en fait sa propriété antidépressive. C'est donc une propriété psychotrope, comme l'alcool et le tabac, mais à des fins liées à une modulation de ce qu'on appelle les affects, ou en tout cas l'état moral ou l'état affectif. Donc c'est un usage extrêmement commun, sans prescription médicale d'ailleurs, dans le domaine de la dépression. Et pourtant, c'est un médicament qui pose des problèmes dans son usage, puisque c'est un médicament qui interagit avec le métabolisme hépatique. Donc il faut être prudent. Donc la phytothérapie n'est pas forcément dénuée de problèmes. Et là, on arrive au cannabis. Et oui, quand on veut extraire des produits du cannabis, qui est donc une plante, on extrait du CBD, cannabidiol, et du THC, tétrahydrocannabinol, pour un usage que l'on va discuter aujourd'hui. Donc c'était simplement pour vous montrer que la phytothérapie, c'est notre vie de tous les jours, nous les médecins, mais c'est aussi la vie de tous les jours, de tous les Français, de tous les citoyens du monde, mais avec peut-être des représentations qui sont erronées, parce que phytothérapie égale innocuité, non. Hein, l'alcaloïde de la pervenche, qui est la vincristine, n'a pas d'innocuité, le tramadol non plus, l'hypericum non plus, et bien évidemment le cannabis non plus. Alors, bien sûr, danger pour l'un, danger pour l'autre, danger aussi pour le millepertuis quand on ne fait pas attention en termes d'association médicamenteuse, mais on ne sait pas véritablement dire pour le cannabis, bien que maintenant un certain nombre de données scientifiques soient claires sur l'usage à court terme, de façon spontanée, épisodique, brutale, ou bien l'usage à très long terme, notamment pour les habitués, ce qu'on appelle évidemment les addicts. Alors, prenons quand même quelques données de Santé publique France qui datent de 2018, mais qui n'ont que très peu évolué. Et quand on parle d'addiction, on regarde effectivement les grands problèmes posés par l'alcool, le tabac et le cannabis, puisqu'on en parle aujourd'hui, à comparer avec ces deux grands champions
du business, de la vie de tous les jours, que l'on reconnaît aujourd'hui comme des drogues. Quand on consomme de l'alcool de façon très régulière, on peut devenir dépendant. Et il y a évidemment l'alcoolisme qui entre dans ce cadre. Le tabac, très clairement, est aujourd'hui considéré comme une addiction. Eh bien, alcool et tabac sont source de dépendance physique et psychique extrêmement importante. L'alcool a une toxicité sur le système nerveux qui est extrêmement connue. Et globalement, en termes de toxicité, l'alcool, tant que le tabac, c'est plus de 40 000 décès par an, directement imputables. En ce qui concerne la dangerosité sociale, il est très clair, l'alcool est vraiment l'élément clé des cas de violence, des cas d'infanticide, de féminicide, mais également d'homicide, la plupart du temps, bien évidemment, involontaires, car sous l'emprise de l'alcool, mais avec beaucoup, je dirais, d'incidence, puisque 40% des cas d'alcoolisme aigu s'accompagnent de violence. L'accès à la consommation, vous le savez, il est libre pour l'alcool tant que pour le tabac. Et les bénéfices pour l'État sont absolument colossaux, puisque l'État prélève des taxes, alors que le déficit pour la sécurité sociale du fait du nombre de décès et de la morbidité, c'est-à-dire du nombre de maladies provoquées par la consommation d'alcool ou la consommation de tabac, ce déficit est énorme, exorbitant, presque inadmissible, n'est-ce pas? Alors comparons avec le cannabis. Oui, il y a une dépendance physique et psychique, elle est connue, mais on sait très clairement qu'elle est moindre, bien moindre qu'avec deux produits pourtant en vente libre. Les décès, ils sont extrêmement épisodiques et liés souvent à un accident de la voie publique pour des consommateurs occasionnels, du fait d'une sédation, c'est-à-dire d'une baisse de la vigilance. Il y a effectivement quelques éléments de dangerosité sociale, mais ça n'a rien de comparable avec ce que produit l'alcool. Et là, très clairement, l'accès à la consommation est condamné. Il n'est pas question de discuter ici s'il faut permettre la consommation. Il est question de savoir comment on peut encadrer la consommation, peut-être autant qu'il faudra encadrer celle du tabac et de l'alcool, pour protéger les citoyens, c'est-à-dire les consommateurs, mais également leur donner un bénéfice. Et on pense là que le cannabis a vraiment un bénéfice médical. Je vais essayer de vous le montrer, alors que ni le tabac ni l'alcool n'ont des bénéfices médicaux. Au contraire, ils sont des problèmes médicaux. Donc quand on parle d'addiction, de quoi parle-t-on? De quelles histoires parle-t-on? Regardez également les données de l'Organisation mondiale de la santé, qui datent certes de 2012, mais qui ont là encore très peu changé. Celles-ci sont arrêtées, définitives, elles concernent le monde entier, et on regarde deux scores, le score de préjudice pour la société en termes de coûts, en termes d'organisation, et le score de préjudice personnel en termes de mortalité, c'est-à-dire problème directement imputable par le cannabis pour une personne, sur une personne. Et bien, vous voyez que le cannabis est quand même dans les choux. Il fait partie des petits derniers. Par rapport à quoi? Encore une fois, par rapport à l'alcool, qui se situe au même niveau que les drogues dures, héroïne, crack, méthamphétamine, cocaïne, par exemple. Donc, vous voyez qu'il y a même des médicaments. Les benzodiazépines sont des médicaments anxiolytiques que vous connaissez bien. Et donc, même les médicaments sont dans une place quand même assez étonnante. Donc, vous voyez que le cannabis n'est pas le grand champion de l'addiction, celui qui, s'il était disponible, y compris à titre médical et dans des conditions encadrées, laisserait suspecter des problèmes. Et d'ailleurs, on va le voir. Alors, des données plus claires de Santé publique France 2019, là encore maintenant tout à fait arrêtées, c'est qu'un citoyen français sur deux a déjà consommé au moins une fois du cannabis. Un citoyen jeune de 12 à 25 ans sur 4 consomme régulièrement ou épisodiquement, mais de façon ponctuelle et répétée, du cannabis. 10% des adolescents vont avoir une consommation régulière, induisant des difficultés. C'est-à-dire que 10% de nos adolescents vont avoir une consommation régulière qui impacte au niveau social, au niveau relationnel, au niveau scolaire et au niveau cognitif la plupart du temps, voire au niveau comportemental. Ce qui n'est pas rien. Enfin, la France est reconnue aujourd'hui, depuis maintenant près de 10 ans, comme le pays le plus gros consommateur de cannabis en Europe. Et curieusement, c'est le pays où la réglementation est la plus dure en Europe. Donc c'est vraiment une question de fond qui ne sera pas abordée ici, puisque je vous l'ai dit, ça n'est pas la question, mais elle va ressurgir au regard justement du fait que la France doit maintenant, comme les autres pays d'Europe et du monde, utiliser le cannabis à des fins médicales. Alors, quelques définitions quand même. Le cannabis, c'est quoi? C'est un genre botanique
qui rassemble des plantes diverses, qui sont des plantes annuelles d'une famille, les Cannabacées, qui sont originaires initialement d'Asie, mais maintenant elles sont partout. La fameuse marijuana, en fait, elle est composée des feuilles supérieures, des tiges parfois, des fleurs et des graines du cannabis qu'on sèche, qu'on va hacher, puis qu'on va concasser, puis fumer tel quel. Donc, vous voyez que la préparation est extrêmement facile. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a rien à faire pratiquement. On va éventuellement le mélanger à du tabac, ce qui donnera le fameux joint ou le pétard, à des pâtisseries, les coffee shops à Amsterdam ou à des boissons. Quant au chanvre indien, c'est une espèce de cannabis, parmi toutes les espèces de cannabis sativa, qui va pousser dans un climat équatorial et qui a la particularité d'être extrêmement riche en résine. C'est ce qui donne le fameux hashish. Et cette résine, elle est vendue facilement puisqu'elle est concassable et on peut la passer sous le manche. C'est bien ce chanvre indien qui a été exploité initialement pour ses propriétés, donc psychotropes. C'est ce qui donne l'effet shoot. Et également d'autres effets qui ne sont pas forcément des effets shoot. On en parlera. Alors, il faut savoir un certain nombre de choses par rapport aux cannabinoïdes. Premièrement, les cannabinoïdes, le nom donné à l'ensemble des substances chimiques dérivant du cannabis sont les cannabinoïdes, groupe de substances chimiques qui vont activer dans le corps humain et dans le corps d'autres mammifères des récepteurs spécifiques. C'est-à-dire que le cannabis va se lier, du moins les extraits du cannabis, fumés, ingérés, peu importe, vont se fixer sur des molécules qui sont à la surface des cellules dans différents endroits du corps, on verra lesquels. Et ces molécules sont de deux types, on appelle ça des récepteurs, le lien entre un récepteur et la substance cannabinoïde, de CB1, premier type, à CB2. Et il y a trois grands types de cannabinoïdes. Vous avez compris qu'il y a les cannabinoïdes végétaux, qui sont ceux présents dans le cannabis, dont on vient de parler, ou des produits de dégradation, mais il y a également ceux que nous produisons nous-mêmes, dans le cerveau, dans le corps de certains animaux, dont l'homme, eh bien, il y a fabrication de tout petits cannabinoïdes qu'on appelle des endocannabinoïdes. Eh bien oui, tout simplement parce que s'il y a des récepteurs aux cannabinoïdes dans le corps humain, c'est bien qu'il y a des ligands, c'est-à-dire des substances qui vont se lier à ces récepteurs pour donner un effet. Et ces substances, on les appelle des endocannabinoïdes puisqu'elles sont fabriquées de façon endogène à l'intérieur du corps humain. Et il y a enfin les cannabinoïdes synthétiques qui sont fabriqués en laboratoire, par exemple, par l'industrie pharmaceutique. Voilà les trois grands types de cannabinoïdes. Alors l'histoire nous montre quand même que les cannabinoïdes végétaux, naturels, ont été connus dès l'an 200 par les Chinois et que progressivement, évidemment, en Europe, aux États-Unis, on en est venu à isoler les composants, dont le cannabinol, à partir des années 1900, puis ensuite le cannabidiol, et on isole même les récepteurs CB1 et CB2 entre 1990 et 1993, après avoir identifié le fameux THC. Donc, première substance identifiée dans le cannabis, le cannabinol, début du siècle, du XXe siècle, et au milieu du XXe siècle, découvert du fameux tétrahydrocannabinol, vraiment la molécule du shit, la molécule qui rend stone, comme disent les chimistes. Voilà. Puis plus tard, donc en 1993, 1995, on va isoler deux endocannabinoïdes qui sont donc l'anandamide et le 2-acylglycérol. Ne vous souvenez pas de ces deux noms, peu importe, on en parlera très peu, mais voilà, on est arrivé maintenant à bien comprendre quels sont les effets et par quel biais nous, les êtres humains, nous activons nos récepteurs CB1 et CB2. Alors, je vous montre simplement ce qu'on appelle l'endocannabinome, c'est-à-dire dans le corps humain, la complexité de la machinerie qui amène à fabriquer ces endocannabinoïdes et à faire que ces endocannabinoïdes aillent se lier à un récepteur et les différences entre les différents récepteurs et surtout les liens entre ces récepteurs et ce qu'on appelle des voies d'activation, de signalisation à l'intérieur des cellules, c'est-à-dire une cascade entre un produit qui va se lier à un récepteur à la surface d'une cellule, puis une cascade d'événements induits par ce lien entre cette substance, le cannabinoïde, et ce récepteur CB1, CB2, cette cascade d'événements chimiques à l'intérieur de la cellule qui va amener à des transformations. Voilà. Alors, les récepteurs CB1, on les trouve essentiellement dans le système nerveux et les récepteurs CB2 dans le système immunitaire. Cela expliquera évidemment les effets. Alors, les endocannabinoïdes, anandamide et 2-acylglycérol, donc, se fixent sur des récepteurs, en général au niveau du système nerveux,
au niveau de ce qu'on appelle des synapses. Là, vous voyez une petite image qui vous explique qu'il y a des flèches en rouge où il y a de l'information nerveuse qui va traverser une zone bien particulière qui est une zone de lien entre deux cellules nerveuses. Il y a un certain nombre de ce qu'on appelle neuromédiateurs, des substances chimiques qui transmettent l'information, des transmetteurs, et il y a sur ces bouts de cellules des récepteurs. Ces récepteurs CB1 receptors sont les récepteurs qui vont permettre au delta 9 TTHC, THC, donc tétrahydrocannabinol, de se fixer. Alors en gros, des endocannabinoïdes, on passe aux phytocannabinoïdes, sur la droite de la diapositive, où on se rend compte que dans un extrait de cannabis, il y a au moins 200 substances différentes qu'on appelle des cannabinoïdes, et vous le savez, on en extrait essentiellement 3, le delta-9 tétrahydrocannabinol, le cannabidiol, le fameux CBD dont on reparlera, et le CBN, le cannabinol. Alors, le THC, vraiment celui qui est bien connu, un agoniste partiel des CB1 et CB2, ça veut dire quoi? Il se lie à ces récepteurs et il a un certain niveau d'effet. Et ce certain niveau d'effet, du fait de la liaison, va produire un effet psychoactif extrêmement puissant. Donc, le THC a vraiment une puissance psychoactive majeure, même si ce n'est pas un grand stimulateur, si vous voulez, des récepteurs CB1, CB2. Le fameux CBD, vendu un petit peu partout en ce moment, lui, c'est un agoniste faible, donc il va faiblement se lier à CB1 et à CB2, et il va avoir un faible effet psychoactif. Quand on vous vend du CBD aujourd'hui, on peut même se poser la question de savoir, et on verra pourquoi tout à l'heure cette question est légitime, si ça a vraiment de l'effet, autrement que de vider le portefeuille du consommateur. Voilà, donc maintenant, regardons un petit peu quels sont les effets physiologiques des cannabinoïdes. D'abord, quand on stimule le récepteur CB1 avec un cannabinoïde, quel qu'il soit, endo ou phytocannabinoïde, on peut produire une hypothermie, baisse de température corporelle, une analgésie, réduction de la douleur perçue, une hyporéactivité, moindre réactivité aux stimuli de l'extérieur, ou une catalepsie, c'est-à-dire on arrête de bouger. Quand on stimule les CB2, eh bien, on peut réduire l'inflammation, on peut moduler le système immunitaire, on peut même réduire l'anxiété. Voilà des effets qui sont aujourd'hui connus chez l'ensemble des animaux, des mammifères, qui portent les récepteurs CB1 et CB2, et en particulier chez l'homme. Alors, on regarde maintenant les effets des produits eux-mêmes. Là, c'est les effets par la stimulation des récepteurs, CB1, CB2. Maintenant, on regarde les effets produits quand on donne les substances. Le THC, on a des effets, différents effets psychotropes, c'est au pluriel. On a notamment troubles du comportement, troubles de la vigilance, illusions, voire hallucinations, par exemple. Il y a un effet antalgique connu, un effet antispasmodique, par exemple, quand on a des spasmes digestifs, un effet orexigène, ça donne faim, antiémétique, ça coupe des nausées, et effet anxiolytique, ça réduit l'anxiété. Donc, vous voyez, l'usage déjà de ce produit peut être très intéressant dans certains cas réfractaires à des médicaments conventionnels. Le CBD, lui, pour son compte, il est anticonvulsivant, c'est-à-dire c'est un anti-épileptique et il est essentiellement sédatif. Vous voyez que si vous le consommez, eh bien, si vous êtes épileptique, pourquoi pas, mais attention, peut-être avez-vous déjà des traitements. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement nerveux, vous allez avoir peut-être une sédation. Mais quand on attend du CBD de multiples propriétés, efficacités, alors qu'ils sont vendus très cher dans des maintenant magasins réservés, on peut véritablement se demander s'il n'y a pas là une arnaque. Vous avez déjà la réponse dans ma façon de parler. Alors, les indications potentielles, évidemment, de THC et CBD, on l'a compris. C'est l'anorexie dans les maladies graves pour permettre à des gens de manger, sinon ils ont un risque grave, sévère. Ça peut traiter aussi les nausées de la chimiothérapie, bien connues, parfois très, très rebelles. La spasticité dans la sclérose en plaques, mais dans toutes les maladies du système nerveux central qui donnent des spasticités. Enfin, la douleur, ce qu'on appelle la douleur neuropathique, celle qui touche le système nerveux quand il est altéré. Et enfin, l'épilepsie réfractaire. Donc, vous avez différentes façons d'utiliser ces différents produits qui sont résumés ici. Vous pouvez trouver cette plaquette n'importe où, en particulier sur Internet, qui vous donne les effets généraux des différents cannabinoïdes. Alors, évidemment, le cannabis sativa, c'est le nom de la plante, c'est le nom commun de la plante. Il y a des tas de sous-espèces et il y a un guide qui vous donne des informations sur la façon d'extraire vous-même la meilleure Marie-Jeanne pour faire vos joints
à partir de ces extraits de cannabis. C'est pas mal, c'est en vente libre, bien évidemment, c'est en anglais, mais vous avez déjà des traductions en français. Comme ça, éventuellement, vous allez récupérer les effets généraux de ces différents produits. Mais bien évidemment, vous le savez, en France, c'est interdit. Alors, vous avez compris que ce qui est intéressant quand même en médecine, c'est la teneur en tétrahydrocannabinol. Cette teneur en THC, elle varie selon les mélanges que l'on fait, puisqu'on mélange des sous-espèces, et il peut varier, cette concentration peut varier de 0,1 à 12% de THC, selon la provenance de la plante ou des plantes et le mode de préparation. 12%, c'est déjà pas mal. Et en fait, effectivement, les vendeurs de CBD, mais également ce que l'on retrouve dans les pays avec légalisation du cannabis ou cannabis à usage médical, sont de véritables herboristes. Ils recomposent, en quelque sorte, des médicaments phytothérapiques à partir d'herbes et d'extraits de plantes variés. En France, l'importation est possible. On peut importer le cannabis, mais on ne peut pas le produire à moins d'être autorisé dans des conditions particulières, et notamment dans le cadre de l'expérimentation qui a débuté il y a maintenant 2 mois, on peut produire et mettre à disposition certains produits si l'on est dans une industrie labellisée. La décision de la Cour de justice européenne du 21 novembre 2020 rappelle qu'un produit, notamment un produit français, peut être présenté, donc produit en France, comme étant 100% légal s'il y a le respect d'un taux maximum de 0,2% de THC, puisque c'est l'autorisation réglementaire. Voilà, donc ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a des magasins qui vous proposent du CBD avec jusqu'à 0,2% de THC. Mais c'est une tellement faible dose que les effets du THC sont pratiquement annulés. Alors regardons un petit peu ce qui se passe concernant l'usage thérapeutique de ces cannabinoïdes. On y vient. L'Uruguay, les Pays-Bas, l'Espagne, jusqu'à la Californie et 9 autres États américains, et bien vous voyez qu'on a commencé il y a bien longtemps, notamment aux États-Unis en 2002, avec un usage médical, même un usage récréatif dépénalisé et une production qui reste tout de même réglementée. Israël a commencé bien avant nous, le Canada aussi, donc ce sont des pays qui vont, entre guillemets, servir de comparateurs. Le Canada, parce qu'il y a une grande, je dirais, habitude du système de santé français à prendre appui, ou en tout cas à prendre exemple et à réfléchir sur ce que les Canadiens, notamment au Québec, ont développé, et Israël, parce que c'est un pays qui a une forme de système de santé qui peut se rapprocher sous de nombreux aspects d'une autre. Donc, on verra tout à l'heure ce qu'on a comme données émanant de ces deux pays. Mais vous voyez que la France, là, c'est vraiment la France, il n'y a absolument pas possibilité de positionner la France, pas d'autorisation, pas d'usage médical, pas d'usage récréatif. La production est strictement réglementée et extrêmement limitée. Alors, le cannabis thérapeutique en Europe, il est illégal dans certains pays. Alors, vous voyez, la France, qui se distingue bien, évidemment, d'autres pays, notamment quand on va en Scandinavie, et puis un certain nombre de pays de l'Est, mais c'est en train de changer. Mais vous voyez que la France fait partie des pays occidentaux riches, modernes, qui est à la traîne. Alors, parlons quand même de cette problématique liée au trafic. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on interdit un produit, derrière, il y a un trafic pour pouvoir l'obtenir. Je vous donne l'exemple des cannabinoïdes de synthèse, et c'est là qu'est le business, c'est-à-dire c'est des cannabinoïdes très puissants qui sont ce qu'on appelle effectivement la fausse herbe, ou le spice, ou le K2. C'est pas très cher, ce sont des drogues récréatives qu'on fabrique artificiellement, très actives, parce que avec des composés plus forts encore, 100 fois plus puissants parfois que le THC. Il n'y a pas d'antidote quand on est intoxiqué, malheureusement, avec des manifestations cliniques qui peuvent être diverses et graves qu'on ne peut pas prévoir, notamment des effets respiratoires et neuropsychologiques, c'est-à-dire des délires. On peut être addictif, bien sûr, le syndrome de sevrage peut être assez grave également, et évidemment, comme ce sont des produits à usage ponctuel, épisodique, mais à forte dose dans les rave parties ou dans les regroupements de jeunes, heureusement le Covid est passé par là, mais bon, il peut y avoir une reprise brutale, vous le savez, il y a un retentissement qu'on ne connaît pas encore à long terme. Et ça, c'est un vrai problème parce que là, il s'agit vraiment d'un business et d'une dangerosité. Donc, attention, il y a toujours des stupéfiants. Et les stupéfiants, ce sont les cannabinoïdes de synthèse qui dérivent, qui s'éloignent beaucoup de l'usage thérapeutique potentiel. Alors, le problème du cannabis, c'est quand même aussi et essentiellement, dans un premier temps, celui du volant, notamment lorsqu'on est un fumeur occasionnel. Et oui, parce que le cannabis a un effet sédatif. C'est un effet psychodysleptique, c'est-à-dire que ça modifie quelque peu les capacités cognitives, ça peut les réduire,
ça peut les favoriser, les stimuler. Voilà. Et donc, le cannabis, eh ben, c'est interdit au volant, et y compris aujourd'hui dans l'expérimentation, très sincèrement, aujourd'hui, il y a interdiction de conduite en usage de cannabis. Donc, tout usage de cannabis en France sera de toute façon, même dans quelques années, soumis à une interdiction de la conduite automobile. Alors, quels sont les médicaments cannabinoïdes disponibles aujourd'hui? Alors, il y en a quelques-uns. Les voici dans le monde. Il y en a 3 grands, le Marinol, Sesamet et le Sativex, qui sont en fait tous avec du THC. Donc, on voit que le THC, c'est quand même le produit qui va permettre d'avoir des effets notables en médecine. Et ces produits sont utilisés donc soit de façon complètement synthétique, soit dérivés de la plante, soit sous forme de mélange avec du CBD. Et on utilise ces produits dans un certain nombre de cas, mais en France, uniquement dans un cas, et vraiment uniquement dans celui-là, le Marinol, dans une autorisation temporaire d'utilisation, ATU, nominative, c'est-à-dire qu'on nomme la personne, et c'est une autorisation nationale par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, et ça c'est depuis 2001. La seule indication ou les seules indications actuellement connues sont la douleur neuropathique chronique réfractaire, c'est une douleur importante après lésion du système nerveux, la spasticité, de la sclérose en plaques en particulier, les grandes nausées réfractaires de la chimiothérapie ou l'anorexie dans le cadre du sida. Et vous voyez qu'on a des posologies, des modes de délivrance, etc. En France, donc, un produit. Un produit, mais comme le monde utilise 3 produits, on peut quand même regarder dans l'usage des cannabinoïdes de façon médicale, eh bien, une revue systématique dans un certain nombre d'essais cliniques déjà réalisés. Et vous voyez que globalement, dans quasiment 100% des cas, les effets sont non sévères. Ces effets indésirables ne sont pas forcément liés exclusivement au type de cannabinoïdes testés. Il peut y avoir d'autres éléments liés aux maladies qu'ont les gens quand ils sont donc utilisateurs. Alors, il y en a un certain nombre, mais on va les voir dans le détail tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plus fréquents sont des sensations de vertige, d'ébriété, des sensations de somnolence, de perte de concentration, parfois de la confusion, mais également, ce qui est surprenant, mais ça ne nous étonne pas, ce qu'on appelle les effets paradoxaux. On veut lutter contre la nausée, mais ça donne des nausées. Oui, il peut y avoir des nausées, la sécheresse buccale ou une augmentation de l'appétit. Peu fréquents, par contre, des effets indésirables qui sont gênants parce que posant des problèmes, notamment évidemment pour la conduite, également pour la marche, pour l'activité professionnelle, pour les relations sociales. Ataxie, ça veut dire incoordination locomotrice quand on marche ou quand on utilise quelque chose, des objets. Les céphalées, ce sont les maux de tête, on peut être agité. La dissociation, c'est qu'on délire quelque part, donc on dissocie un état normal d'un délire, et puis il peut y avoir de l'euphorie et des idées parfois paranoïaques, et ça, c'est évidemment un danger. Ils sont peu fréquents, ces effets, mais ils existent. Alors, contrairement aux effets antalgiques, là, chez les personnes consommant régulièrement, on peut avoir une tolérance, c'est-à-dire pour obtenir le même effet, il faut en augmenter les doses. Ces effets indésirables, on peut évidemment les réduire quand on va augmenter progressivement les doses, et dans l'expérimentation d'usage du cannabis médical, eh bien, on le fera. On augmentera progressivement ces doses, et on s'est aperçu, curieusement, que l'association entre THC et CBD, c'est celle qui présente le moins d'effets indésirables, en tout cas moins que le THC seul. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, il y a quand même des risques cardiovasculaires connus. Je vous montre simplement ceci. Et oui, infarctus du myocarde, AVC, arythmie, insuffisance cardiaque. Voilà, ça c'est un petit peu dommage. Il y a aussi des effets liés à la combinaison des cannabinoïdes avec certains médicaments qui augmentent l'effet des médicaments ou qui les réduisent. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, dans l'expérimentation, il faudra en tenir compte. Il y a des risques neuropsychiatriques dans l'usage du cannabis, crise d'épilepsie, accident vasculaire cérébral, une baisse de l'acuité visuelle par atteinte directe de la rétine, la fameuse incoordination motrice qui vous met en incapacité de conduire, l'euphorie, bien évidemment, la confusion mentale, parfois, on l'a dit, des épisodes délirants, mais même des accès dépressifs. Alors, pour résumer, y a-t-il véritablement là des arguments pour, sans contexte, vraiment sans contexte, dire oui, l'usage doit être médical. On n'a pas trop de réserves. Ou bien, au contraire, attention, là, les réserves sont importantes, on est plutôt contre. Donc pour, oui, en thérapeutique, on a des résultats. Spasticité, chimiothérapie, anorexie, analgésie, ils sont connus, ils ont été vus déjà depuis plus de 20 ans.
La tolérabilité est bonne, meilleure que la morphine. Le mésusage est somme toute limité. Ça s'est vraiment retrouvé sur les 20 ans d'usage au Canada. La dépendance physique, elle n'est pas supérieure à celle des autres psychotropes et le potentiel thérapeutique émane essentiellement des associations du CBD ou du THC ou de nouvelles molécules à synthétiser, agonistes spécifiques des récepteurs 1 ou 2. Mais contre, on a quand même le problème de celui de l'accumulation dans l'organisme avec une demi-vie d'élimination, c'est-à-dire que la moitié du produit est éliminé pour le THC en 7 jours. C'est énorme. Pourquoi? Parce que le THC est lipophile, il aime bien se fixer aux lipides, c'est-à-dire aux composés gras de l'organisme, et le cerveau est un composé gras, plein de lipides. Ce sont quand même des substances psychoactives, donc il y a des effets sur le cerveau. Ça peut être anxiogène au long cours, le THC. Le THC lui-même favorise effectivement une certaine vulnérabilité psychique et le développement d'une schizophrénie. Au long cours, on peut en devenir dépendant probablement, on peut même avoir des altérations cognitives définitives. Mais ça, c'est une chose qu'il reste évidemment à étudier. Et enfin, certains disent, on va banaliser le cannabis si on l'utilise à titre médical et on va passer d'un effet thérapeutique ou d'une mesure thérapeutique à la légalisation vers l'usage récréatif. C'est la dérive, en fait, du thérapeutique vers le récréatif. Voilà les arguments qui s'affrontent, hein. Alors, est-ce qu'on est pour autant en fin de partie? Est-ce qu'on doit pour autant se poser la question avec le législateur ou le préfet, lorsque du cannabis pousse spontanément devant l'école, qu'est-ce qu'on fait avec ce cannabis? Est-ce qu'on continue de l'arracher ou est-ce qu'on le laisse pousser? C'est bien là la question. Alors, en gros, résumons ce que l'on sait. Oui, le cannabis a un effet sur le bien-être. Il est majeur et il est certain. Mais ça dépend de chaque individu. Il y a des individus pour lesquels il y a un mal-être. Oui, il y a des effets sur les mécanismes de la douleur, mais ils sont faibles. L'effet est peu marqué. Et sur le ressenti douloureux lui-même, eh bien, c'est incertain. Donc, chez l'animal, quand on étudie les mécanismes de la douleur, oui, on voit un effet, mais il est faible. Chez l'homme, quand on demande aux humains l'effet de l'usage du cannabis sur la douleur, eh bien, il est incertain. L'effet est même variable selon les différentes études et bien évidemment d'un individu à l'autre, avec 3 grandes catégories de douleurs étudiées jusque-là, la douleur rhumatologique, la douleur neuropathique et la douleur aiguë. Et enfin, on sait qu'il y a un effet des cannabinoïdes sur la spasticité. Il est maintenant bien connu et utilisé en routine en médecine. Et il est, lui, par contre, retrouvé dans toutes les études. Alors ça, c'est évidemment le bien-être, ce que l'on retrouve dans l'usage récréatif. La douleur neuropathique, c'est l'indication principale que l'on retrouvera dans l'expérimentation d'usage du cannabis médical. Par rapport aux molécules elles-mêmes, ce que l'on sait, c'est que, évidemment, les effets psychodysleptiques, ils sont liés au THC. Ils sont certains avec les cannabinoïdes, mais ils sont très variables d'un individu à l'autre, mais c'est quand même lié à la composition en THC. C'est donc dose dépendant, mais ça dépend de l'individu. Les effets cardiovasculaires sont certains, mais variables. Et en fait, l'effet est imprévisible, il est lié à la dose, mais il est surtout lié à la prise chronique. Donc, il va falloir surveiller nos patients lorsqu'on en donnera du cannabis à titre médical au long cours. L'effet sur la santé mentale, il est certain, mais là également variable, pas obligatoire. Il est lié bien évidemment au THC, il est lié à l'individu, à la dose prise et surtout à la prise chronique. Alors, quand on lit ça, on a envie de tout arrêter. Très sincèrement, on se dit, bon, il y en a quand même des effets. Très clairement, il y en a. Mais si on va regarder derrière quoi? Qu'est-ce qu'on sait qui vient de la plante elle-même? Le problème, c'est le THC quand même. C'est lui qui est le psychodysleptique fort et il n'est pas antalgique. Et surtout, c'est un effet qui est fortement dose dépendant dès les faibles doses. Quant au fameux CBD, il a une action antalgique probable. Et d'ailleurs, elle est extrêmement améliorée, boostée en quelque sorte par la combinaison avec le THC. Et ce produit, lui, pour son compte, est très peu psychodysleptique. L'effet est dose dépendant, mais il est malheureusement ressenti à forte dose. Donc, vous voyez le problème, THC efficace dès les faibles doses, CBD efficace dès les fortes doses. Et le cannabinol, on ne sait pas trop, antalgique possible, peu psychodysleptique, et l'effet est dose dépendant. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut quand même dire, la posologie de CBD qu'on propose un peu partout, elle est insuffisante pour obtenir un effet mesurable. Donc, attention au porte-monnaie. Mais ce sont les combinaisons de THC et de CBD actuellement proposées qui ne sont pas forcément optimales non plus en termes de dose pour que l'on obtienne un effet clairement mesurable, c'est-à-dire sur la douleur, sur l'anxiété, sur la qualité de sommeil, etc. Donc, tout ce qui est proposé aujourd'hui dans le commerce, de façon entre guillemets légale,
probablement est inefficace. Donc, c'est bien la teneur en THC des différents mélanges qui va devoir varier, et c'est le but de l'expérimentation française grâce à nos pharmaciens herboristes. Cette expérimentation, c'est une expérimentation de politique publique, ça n'est pas un essai clinique. Les deux objectifs sont étudier le circuit de prescription et de dispensation du produit et d'évaluer effectivement le bénéfice par rapport au risque. Tous les professionnels qui interviennent, pharmaciens, médecins, sont formés préalablement. L'expérimentation va donc durer 2 ans. Et on a des produits qui sont de 3 types: cannabidiol dominant, cannabidiol THC tétrahydrocannabinol équilibré ou tétrahydrocannabinol dominant. Il est évident qu'on commencera certainement par le premier, le cannabidiol dominant. Et on a 2 types de produits, donc des produits pour traiter dans le fond plusieurs fois par jour et des produits pour traiter des crises douloureuses qui seront des produits essentiellement vaporisés. Sinon, les produits régulièrement utilisés, soit en forme d'huile qu'on met sous la langue ou qu'on met sur un aliment, ou des formes orales sous forme de poudre qu'on ingérera avec d'autres médicaments ou dans des tisanes. Alors, les douleurs aujourd'hui étudiées en France, très clairement, elles sont limitées. Ce sont les douleurs neuropathiques, périphériques ou centrales, probables ou définies selon des critères médicaux internationaux. Donc, tout un tas de douleurs qu'on retrouve dans les sciatiques chroniques, les neuropathies, après le zona, les fameuses douleurs fantômes ou des blessés de la moelle épinière, de l'AVC ou de la CEP, etc. On a un certain nombre de critères, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut qu'effectivement on ait essayé toutes les autres molécules disponibles. Donc l'expérimentation, ce sont pour les patients en échec de tout traitement disponible jusque-là. Ça veut dire quand même qu'il faut avoir bien travaillé avant. Il faut que la douleur ait un certain niveau d'intensité, 5 sur 10 sur une échelle, entre 0 où je ne sens rien, 10 c'est la pire douleur imaginable. Et enfin, cette douleur, elle est présente de façon quotidienne ou quasi quotidienne. Alors, il y a certains patients qu'on ne mettra pas évidemment dans cette expérimentation s'ils ne comprennent pas le sens de l'expérimentation, s'il n'y a pas de consentement à y être, s'il y a des antécédents de troubles psychotiques, une maladie cardiaque ou cérébrale sévère, évidemment si on a un problème de foie, puisque ça va être en induction du métabolisme hépatique pour l'élimination des produits, ou bien quand le rein n'élimine presque pas. Alors il y a un parcours particulier, on va arriver M0 première consultation, on prescrit en structure de la douleur chronique et uniquement sous la forme d'un volontariat. Il y a 56 structures aujourd'hui en France. Il y a un médecin qui va éventuellement en libéral prendre le relais et on obtient une titration, c'est une augmentation progressive des posologies. On obtient une posologie donc minimale efficace. Voilà. Alors on regarde ce qui s'est passé au Canada. Ils ont fait ça au Canada il y a 20 ans. On dit 18 ans, mais parce que le suivi a 18 ans. Regardez ce qui s'est passé entre 2015 et 2018. Eh bien, vous voyez que les formes orales ont largement pris le dessus, alors qu'au départ, on était dans les inhalations. C'est pas mal, pourquoi? Ça prouve que les gens l'utilisent de façon moins compulsive. On a également constaté qu'auparavant, on démarrait avec des consommations non négligeables de THC. En 2018, on est arrivé à un THC dominant qui est qui concerne seulement 7% de la population utilisant les produits. Et là, vous voyez qu'on on est arrivé en 2018 sur un suivi au long cours, je le répète, à plus de 580 patients. On regarde quand même le fait que bon nombre, à peu près la moitié de ces patients, ont ce qu'on appelle une balance entre le CBD et le THC. Mais surtout, quand on regarde le suivi à 12 mois, en bout droit de tableau, on voit que la différence entre la douleur initiale, ce qu'on appelle baseline, c'est-à-dire le point de départ, et 12 mois plus tard, elle n'est pas très importante. C'est une douleur qui a changé de 1 à 1 point, 1 point et demi sur une échelle de 0 à 10. Donc, vous voyez que l'effet antalgique reste quand même un effet peu important. Par contre, sur la qualité de vie, les utilisateurs, au fur et à mesure de l'utilisation, ils trouvent un gain. Regardez, des gains qui vont jusqu'à 60% d'amélioration de la qualité de vie, en termes donc, de mobilité, d'autonomie, d'activité courante, de douleur. Donc là, oui, on peut utiliser chez les patients douloureux pour réduire un peu la douleur, mais également pour améliorer substantiellement la qualité de vie. Alors, les effets indésirables, quand même, regardez, sur 3000 patients, 77. Effets indésirables, dont 37 sur 2991 dits graves. 9% d'infarctus du myocarde, essentiellement. Donc oui, c'est pas rien, c'est pas rien. Ça, c'est certes pas rien.
On pourrait comparer avec le paracétamol, par exemple. On pourrait comparer avec les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires tuent une personne sur 1350 utilisateurs aux États-Unis. On n'en est pas du tout au même niveau. Et pourtant, les anti-inflammatoires sont vendus librement en pharmacie. Alors attention, évidemment, à bien relativiser les choses, mais bien évidemment, il y a des risques. Ils ne sont pas prédictibles. On va résumer. Qu'est-ce que la science tente de nous dire? D'abord, oui, c'est vrai qu'on peut utiliser les cannabinoïdes végétaux, donc le cannabis issu de la plante Cannabis sativa, pour activer les fameux récepteurs CB1, pour réduire la douleur, traiter l'épilepsie, même parfois, on y pense aujourd'hui, améliorer la situation de certains patients ayant des maladies neurodégénératives. Par contre, dans le cancer, dans certaines maladies, notamment la fibrose rénale, eh bien pour l'instant, on n'a pas trouvé d'activité à stimuler, d'efficacité à stimuler les récepteurs CB1, voire CB2. La même chose dans le cadre de l'addiction ou de l'obésité. En revanche, la stimulation des récepteurs CB2, toute molécule, toute substance stimulant les CB2, eh bien, aura un effet sur la douleur, l'inflammation, éventuellement sur la dégénérescence nerveuse. Donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur le plan de la synthèse de nouvelles molécules, puisque le THC pose des problèmes. Il faut mélanger avec le CBD, mais le CBD à forte dose, ces deux composés ayant quand même des effets secondaires qui, certains, sont graves, bon, avec un effet moindre sur la douleur que ce que l'on espérait, probable sur l'anxiété, en tout cas intéressant sur la qualité de vie. Pourrions-nous avoir des substances qui font mieux? Donc, c'est tout l'intérêt aujourd'hui de la science de segmenter les produits par effet sur leurs récepteurs, les récepteurs CB1 et CB2. Je terminerai par cet exemple assez extraordinaire. Voilà ce que vous avez sur Internet lorsque vous voulez acheter au Canada, par exemple, du cannabis avec du THC et du CBD, donc THC dominant, 2,5 mg et CBD 1 mg, à 5,50 $. Vous avez donc un certain nombre de comprimés et vous voyez que ça donne des équivalents en grammes de cannabis. Et vous avez là, ça, vous pouvez le commander sur Internet et l'utiliser. Alors, pour les fins qui sont autorisées, bien évidemment, par la loi, mais vous savez, l'usage récréatif est maintenant autorisé, donc tout le monde peut faire essentiellement ce qu'il veut. Et vous voyez que pourtant, le THC est à 2,5 mg, pas très élevé. Je voudrais finir par une petite image symbolique. Je crois qu'il faut rester prudent, mais il faut pouvoir y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir un peu de sa coquille, il faut sortir de la niche, puisque la France est vraiment dans une niche sur le plan réglementaire, en particulier pour l'usage du cannabis médical. Je pense qu'il faut bien regarder ce que font les autres, donc regarder dehors, mais il faut bien savoir regarder là où il y a la lumière, c'est-à-dire par le vrai trou. Et donc la science nous aide à y voir clair. Ce qui est aujourd'hui majeur, c'est au maximum garder les précautions qui s'imposent, puisqu'on connaît les effets secondaires, on peut les prévenir pour certains, et quand ils ne sont pas prédictibles, on peut les suivre, c'est-à-dire suivre leur apparition. Mais surtout, on ne pourra le faire que si l'on expose les gens au cannabis. Et donc, comme on a exposé des gens à la vincristine, à l'alcool, au tabac, à d'autres substances, la morphine, eh bien, il faut exposer les gens au cannabis médical. Et ce n'est qu'à ce prix, bien évidemment, que nous saurons. Mais en tout cas, nos voisins savent pour un peu, pour quelques années en Allemagne notamment, en Suisse surtout et en Belgique, nos amis israéliens, bien évidemment, depuis maintenant 15 ans, et surtout nos collègues québécois qui attendent impatiemment de nous voir arriver avec nos propres données pour les comparer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir suivi, je l'espère avec intérêt et plaisir, cet exposé, et nous nous donnons rendez-vous pour les questions. À bientôt.